Faites attention à la petite fille en chemise bleue. Pour quelqu'un qui passe par là, cela peut ressembler à une interaction normale. Un père s'arrêtant à une station-service avec sa fille et lui offrant un verre. Mais remarquez comment elle garde ses distances avec l'homme, croise les bras et évite le contact visuel avec lui. Derrière ces images de sécurité se cache un secret troublant. Elle appelle cet homme papa, mais ce n'est pas son père. Nous sommes le 2 juillet 2005. Il y a presque 2 mois, Shasta Gronet, 8 ans, et son frère Dylan ont disparu près de Coeur d'Alene, dans l'Idaho, et depuis, un tueur est en liberté. Je ne pense pas que quoi que ce soit m'ait préparé à l'expérience de l'enquête sur le meurtre de Gronet. C'est le genre de cas dont je rentre chez moi et dont je fais des cauchemars. Il passait par un endroit où vivaient manifestement des enfants. Il voit Shasta jouer dans la cour avant et surveille la maison. Il avait pensé à tout pour s'assurer qu'il allait commettre le crime parfait. Mais à seulement 8 ans, Shasta déjoue un tueur en série obsédé et s'assure qu'il ne terrorisera plus jamais personne. Shasta avait une incroyable capacité à le contrôler. C'est Shasta qui a orchestré son propre sauvetage. Juste à l'extérieur de Coeur d'Alene, dans l'Idaho, Shasta Gronet, 8 ans, vit avec ses 2 frères aînés, Dylan et Slade, sa mère Brenda et le petit ami de Brenda, Mark. Les parents de Shasta divorcent alors qu'elle n'a que 2 ans et ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils profitent de leur vie de famille unie. À 6h du matin le 16 mai 2005, Shasta dort dans sa chambre lorsque sa mère la réveille frénétiquement. Elle était en fait entrée dans la pièce et avait dit qu'il y avait un homme ici qui ne voulait pas que nous soyons ici. Shasta essaie de comprendre ce qui se passe. Elle suit sa mère dans le salon, où elle voit un homme avec un fusil de chasse. Au début, Shasta pense qu'il est un policier, mais quand il leur dit de s'allonger face contre terre et utilise des attaches zippées et du ruban adhésif pour se lier les mains, elle se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas. Un par un, l'homme bat Mark, Brenda et Slade, les attaquant chacun avec un marteau. J'étais dans la maison avec les membres de ma famille et je ne savais pas s'ils étaient morts ou non. Ensuite, il se tourne vers les 2 plus jeunes enfants, Shasta et Dylan, mais il a des plans différents pour eux. Il m'a attrapé, m'a soulevé, m'a emmené dans le jardin et m'a allongé sous l'arbre à côté de mon frère. Les enfants n'ont aucune idée de ce que l'agresseur leur fera ou pourquoi ils ont été séparés du reste de leur famille. Soudain, leur frère Slade trébuche hors de la maison, blessé, mais tente désespérément de s'échapper. L'homme le poursuit et le bête encore plus. Quand il s'arrête, Slade est à peine vivant. Il était assis sur la table de pique-nique et il était juste, vous savez, assis et puis il s'est simplement allongé. L'homme met les 2 plus jeunes enfants dans la voiture. Ils ne peuvent que regarder avec horreur alors qu'ils s'éloignent, incertains du sort du reste de leur famille. Il les conduit à près de 160 km vers un terrain de camping isolé à l'extérieur de Saint-Régis, dans le Montana, dans la forêt nationale de Lolo, où il révèle ce qu'il a fait. He grabbed the hammer, he said, "See this hammer? This is the hammer that I murdered your mom and your stepdad and your brother with." And he was like, "They're not alive and you're never gonna see them again." De retour à la maison, un voisin s'arrête, prévoyant de passer pour une visite rapide, mais dès qu'il voit la maison, il appelle immédiatement la police. La police arrive, découvrant le pire crime qu'ils aient jamais vu. Ils découvrent les corps de Brenda Gronet, de son petit ami Mark Mackenzie et de son fils de 13 ans, Slade. Avant de mourir, Slade a trouvé la force de se retirer dans la maison pour être avec sa mère, et son corps est retrouvé juste à côté du sien. Il n'y a aucun signe des 2 plus jeunes enfants, Dylan et Shasta. Les enquêteurs fouillent la propriété, cherchant désespérément tout ce qui pourrait les mener aux enfants. Les agents vérifient également auprès d'autres membres de la famille et d'amis, en espérant qu'ils n'étaient pas à la maison à ce moment-là, mais personne ne sait où ils se trouvent. Dans de nombreux cas d'enlèvement d'enfants, c'est un membre de la famille qui les enlève. La police s'approche du père de Dylan et Shasta, Steve. Il admet s'être disputé avec son ex-femme quelques jours plus tôt au sujet de la garde des enfants. Il fait également un plaidoyer sur l'actualité qui attire les soupçons. I'd like to address my children's abductors or abductor. Please release my children safely. They had nothing to do with any of this. Il semble que le père des enfants puisse savoir quelque chose à propos de l'attaque. La police fait passer un test polygraphique à Steve. Quand il lui demande s'il sait où sont les enfants, il y a une fluctuation. Il échoue au test, mais continue de dire qu'il ne sait rien. Les enquêteurs utilisent la criminalistique informatique pour déterminer qu'il était chez lui au moment des meurtres, et ils le dissipent de tout soupçon. Shasta et Dylan ont perdu 3 membres de leur famille en quelques heures. Maintenant, tout ce qu'ils ont, c'est l'autre, et ils sont pris au piège avec un meurtrier où personne ne peut les voir ou les entendre. Leurs ravisseurs ne leur laissent même pas le temps de pleurer la perte de leur famille,
car il commence immédiatement à les maltraiter au camping et dans une cabane voisine. Il est devenu vraiment fou, a commencé à lancer des choses. Il a passé plus de sa colère sur Dylan et était vraiment méchant avec lui. Il le maltraitait puis me faisait regarder. Et puis si je pleurais, il le maltraiterait encore plus. Une nuit, leur ravisseur porte les abus à un autre niveau. Alors qu'ils commencent à jouer à des jeux d'esprit tordus avec eux, il leur dit qu'ils pourront rentrer chez eux s'ils font ce qu'ils demandent. Il voulait juste nous faire croire qu'il y avait une chance que nous vivions ou que nous sortions sains et saufs. Je pense qu'au bout d'un certain temps, Dylan avait commencé à perdre espoir que cela allait se passer bien pour lui. À chaque seconde où les enfants manquent, il y a moins de chances de les retrouver vivants. Alors que chaque indice de l'enquête mène à une impasse, Shasta commence à se rendre compte que leur ravisseur n'a pas l'intention de les laisser partir. Mais elle et Dylan dépendent l'un de l'autre, et alors qu'elle voit son frère aîné perdre espoir, Shasta sait qu'elle doit rester forte pour lui donner le courage de continuer. I said, I promise that we're going to make it out alive. That was my way of comforting my brother, just letting him know that we would never stop fighting. Les enfants s'appuient les uns sur les autres pour s'aider à traverser le traumatisme, mais les abus sont loin d'être terminés. L'homme commence à leur imposer de la drogue et de l'alcool, et quand ils pensent qu'ils sont sous l'influence, il raconte librement des histoires horribles de ce qu'il a fait à d'autres enfants. Il n'avait aucune idée que la fillette de 8 ans se souviendrait de tout et finirait par l'utiliser pour le faire tomber. Il a décrit de manière très vivante et détaillée les meurtres de 2 sœurs de Seattle, Namija White et Carmen. Il nous racontait comment il l'avait fait, où il avait placé leur corps. Quand il a commencé à nous parler des meurtres, je me suis dit, d'accord, eh bien, je vais faire comme si je buvais ça. Alors que Shasta apprend les crimes passés de l'homme, elle élabore un plan. Elle sait qu'il ressent une sorte de lien avec elle, et elle décide de l'utiliser contre lui en agissant comme si elle était son amie. Je lui poserai des questions sur sa vie, lui poserai des questions sur sa famille, et pourrais-je les rencontrer un jour ? C'était une chose consciente, comme « j'ai besoin de lui faire penser que je l'aime ou que je veux être ici avec lui ». Au début, ces questions semblent fonctionner, l'homme commence même à agir un peu plus gentil avec eux, mais un mois après le kidnapping, les choses prennent une tournure encore plus tragique. Le ravisseur avait dit aux enfants que s'ils attrapaient un écureuil, ils pourraient rentrer chez eux, il revient sans cesse au camping, juste hors de portée. Enfin, Dylan est capable d'attraper l'écureuil. Après avoir relevé le défi que l'homme leur a lancé, ils ont un nouvel espoir que tout cela pourrait se terminer. Ils pensent que leur ravisseur leur demande de faire leur valise pour revenir. Mais encore une fois, il a menti et je venais de lui faire un câlin. Alors je lui tenais la main et j'ai entendu un grand bruit. Et puis j'ai senti la main de mon frère glisser de la mienne. Je ne pouvais même pas dire quoi que ce soit, comme si je ne pouvais pas crier, je ne savais même pas quoi faire. L'homme tire 2 fois sur Dylan, juste devant Shasta. Elle a tout perdu. Il est venu vers moi et pleurait. Il a dit que c'était un accident, il ne le voulait pas. Je ne savais pas quel était le premier coup, mais je savais que le deuxième coup était exprès. Il a dit qu'il l'avait fait pour que Dylan n'ait pas à ressentir de douleur. Elle vient d'avoir un autre frère se faire tuer et maintenant l'homme dérangeait la force à l'aider à déplacer le corps de Dylan sur une bâche où il le brûle. Dylan et Shasta s'entraidaient pour continuer, mais maintenant la petite fille est laissée toute seule pour faire face à ce qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait jamais avoir à traverser. J'étais juste confus et je me souviens que pendant environ une semaine, je n'ai tout simplement pas parlé, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire, j'étais figée. Nous sommes le 2 juillet 2005, cette semaine depuis l'enlèvement. Après avoir progressivement amené son ravisseur à s'ouvrir à elle, Shasta voit enfin une réelle chance de rentrer chez elle. Il m'a fait asseoir et m'a demandé si je serais son enfant et que je resterais avec lui, vous savez, que je l'appellerais papa. Il est comme, je veux t'emmener rencontrer ma mère, tu la rencontrerais ? Et j'avais dit oui. La petite fille se rapproche de la possibilité d'être de retour dans une zone avec des gens autour qui pourraient la remarquer, mais elle sait qu'elle doit faire plus pour s'assurer qu'elle est vue en public. J'ai dit, peux-tu m'emmener là où j'ai grandi ? Comme, je veux te montrer où je suis allée à l'école, et je veux te montrer où habite mon meilleur ami. Comme, je veux te montrer tous ces endroits qui sont importants pour moi parce que tu es important pour moi. Et il était comme, oui, bien sûr, j'adorerais. Près de 2 mois après la disparition de Dylan et Shasta grognait, Shasta demande à son ravisseur de la ramener directement à Coeur d'Alene, s'arrêtant même dans un dépanneur, priant pour que quelqu'un la remarque et intervienne. La police reçoit un pourboire, mais pas avant que le responsable n'ait examiné les images de sécurité pour identifier Shasta après avoir quitté le magasin.
Je me souviens juste avoir gardé espoir mais avoir toujours l'impression qu'il n'y en aurait pas. L'homme demande si elle a faim, sachant qu'il y aura probablement des gens qui la verront là où il mange. Shasta dit oui, et ils vont au restaurant Denny's à Cora Deleane. En entrant, j'ai remarqué que mon affiche de personnes disparues était juste là. Il y avait ce gars qui se tenait dehors et il était avec ses amis et il a hoché la tête et j'ai hoché la tête et il est allé au comptoir et a donné l'impression qu'il parlait avec l'une des serveuses, puis je l'ai vu regarder sur moi. C'était ma seule table à l'époque et je l'ai tout de suite reconnue. Tout son monde tournait autour d'elle. Elle ne parlait pas sans sa permission. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. La serveuse Amber Dean n'a aucune idée de qui est l'homme avec elle ou de quoi il est capable, mais elle ne peut pas le risquer en sachant qu'elle est suspecte. J'avais parlé à mon manager, je lui avais dit, tu sais, je pense qu'on devrait probablement appeler NPD. Je suis assez sûre que c'est Shasta Veroni là-bas. Je paierai leur repas si je me trompe. Nous devons faire monter quelqu'un ici. D'autres personnes au restaurant ont également remarqué la petite fille et les agents ont finalement reçu l'appel qu'ils attendaient depuis des mois. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this Shasta, and we're not sure. I don't know. Shasta peut dire qu'ils la reconnaissent, mais elle ne sait toujours pas si elle s'en sortira vivante. Je me souviens avoir pensé qu'il était si intelligent et j'étais comme, même s'ils savent que je suis avec lui, peut-être qu'il aura une excuse et qu'ils partiront et qu'ils ne penseront pas que quelque chose n'allait pas. Tout le monde attend que la police arrive, mais l'homme est prêt à partir. S'il s'en tire avec la fille, on ne sait pas ce qu'il fera ensuite. Les gens de Denny's entrent en action. Amber fait semblant d'avoir des problèmes pour imprimer le chèque afin qu'il reste à sa place plus longtemps. D'autres dans le restaurant se positionnent de manière à pouvoir l'arrêter à la porte s'il essaie de sortir. Enfin, la police arrive et lui demande son nom. Après que la petite fille ait dit qui elle est, ils emmènent immédiatement l'homme et elle peut pousser un soupir de soulagement. Tout le restaurant a commencé à applaudir, comme s'ils savaient tous qui j'étais, ils savaient tous que j'étais une personne disparue et comme si c'était un peu comme s'ils avaient tous joué un rôle dans mon sauvetage. Avant même de quitter le Denny's, Shasta dit à la police que l'homme avec elle est celui qui a tué sa famille et l'a enlevé. Il s'agit de Joseph Duncan, 42 ans, un délinquant sexuel de niveau 3. Il n'avait que 15 ans lorsque son premier crime sexuel a été enregistré. En 2004, il a été accusé d'avoir agressé un garçon dans le Minnesota, et il est actuellement un fugitif après avoir emprunté 15 000 $ pour une caution et quitté la ville. La police enquête sur la voiture que Duncan conduisait, qui a été volée. Il trouve un fusil de chasse, ainsi que du matériel vidéo avec des enregistrements de Dylan et Shasta alors qu'il les retenait captifs. Shasta est enfin en sécurité, mais Dylan est introuvable. Duncan se tait immédiatement et les agents ne peuvent obtenir aucune information de sa part. Ils doivent se tourner vers la petite fille. Elle s'ouvre immédiatement, révélant ce qui est arrivé à son frère. Elle poursuit en expliquant les horreurs inimaginables qu'elle et Dylan ont traversées au cours des 7 dernières semaines. La pensée d'une fillette de 8 ans devant observer cela et devoir le revivre à un enquêteur après coup est tout simplement incroyable pour moi. Elle a été témoin de choses dont les adultes seraient traumatisés pour le reste de leur vie et dont ils ne pourraient jamais parler. Shasta trouve une quantité incroyable de force pour raconter son histoire, et elle révèle même les informations que Duncan lui a données sur d'autres meurtres. Je me suis souvenu de tout, puis, quand j'ai été retrouvée, j'ai dit aux enquêteurs ce qu'ils m'avaient dit. Joseph Duncan avoue finalement, disant à la police qu'il a chassé ses cibles. Il a conduit et a utilisé un GPS pour marquer les maisons avec des enfants où il pourrait éventuellement s'arrêter. Il est passé par hasard devant la maison Grohany, et il a vu Shasta et Dylan jouer dans la cour. Il a étudié la maison et la famille pendant des jours, se préparant pour la nuit de l'attaque. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il avait réussi à faire venir le chien à lui et qu'il lui avait donné des friandises et des trucs et qu'il s'était lié d'amitié avec notre pitbull de sorte que quand il est entré dans la maison pour faire ce qu'il allait faire, il n'y avait pas ce genre de problème pour vous gêner. Il avait pensé à tout pour s'assurer qu'il allait commettre le crime parfait. Lors du procès, le jury doit regarder une vidéo que Duncan lui-même a enregistrée sur ce qu'il a fait aux enfants. Les images montrent l'étendue horrible de sa brutalité. I think it's probably the single most disturbing piece of evidence, disturbing thing I've ever seen in my entire life. While the video is extremely disturbing, it is the absolute key piece of evidence prosecutors can use to send Joseph Duncan to death row. Nous sommes le 16 octobre 2006, Joseph Duncan plaide coupable à 3 chefs d'enlèvement et à 3 chefs de meurtre au premier degré dans la mort de Brenda, Mark et Slade. Il écope de 3 peines à perpétuité.
Plus tard, il plaide coupable à 10 accusations fédérales liées à l'enlèvement et à l'agression sexuelle de Shasta et Dylan, et au meurtre du Dylan. Il a condamné à mort.